RFM Midi. RFM Midi. Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci de votre fidélité midi sur les antennes de la radio Futur Média. L'info fait la une depuis hier. Les 4 millions de Macky Sall à la LD. Le porte-parole de la Ligue démocratique apporte des précisions. Selon Moussa Sarr, le parti n'a jamais reçu de l'argent venant de la présidence de la République. Reportage à la Gueule Tapée. C'est là-bas où se trouve le domicile du tout nouveau calife général des Tidianes. Tous reconnaissent à Serigne Mbaye Sy Mansour son respect de l'autre et sa dimension sociale. 100 mm de pluie enregistrés dans les départements de Matam et Kanel après une longue pause pluviométrique. À Ziguinchor, il y a eu des inondations, des pluies presque à la fin de l'hivernage. Le directeur de l'agriculture rassure, ce n'est pas un danger sur les récoltes. Selon Omar Sané, ces pluies constituent plutôt une maturation complète des cultures. L'actualité internationale, Youssouf Bodian, bonjour. Bonjour Barthélémy. Pénurie d'eau et d'électricité en Gambie, au moins 5 heures par jour. Il y a des difficultés dans la distribution et un endettement des 2 sociétés nationales. C'est l'explication donnée par le gouvernement qui se dit impuissant face à la situation qui perdure. Des citoyens tchadiens interdits de séjour aux États-Unis. L'administration Trump a réactualisé hier sa liste noire où on retrouve également la Corée du Nord et le Venezuela. Lutte contre le terrorisme, le G5 Sahel rencontre les donateurs à Berlin le 30 septembre prochain. L'objectif, recueillir un peu plus de 2 milliards de francs CFA. Youssouf Bodian, le sport, Cheikh Tidiane Diagne, qu'est-ce qui fait la une? Nous allons parler des phases nationales des Navétanes avec l'affiche de la finale qui va opposer le champion sortant Bendoula de Ziguinchor à Farba de Yembol. Finale prévue cet après-midi au stade Alassane Djigo de Pikine. Vous entendrez les entraîneurs des 2 camps. Nous allons aussi revenir sur la 30e édition de la traversée Dakar-Gorée avec le triomphe du jeune Amadou Ndiaye. Vous entendrez là-dessus le président de la Fédération sénégalaise de natation et de sauvetage qui parle en tout cas des performances de ce jeune garçon qui va certainement nous valoir beaucoup de satisfaction. À suivre la chronique d'Abdoulaye Cissé, point de vue sur le financement des partis politiques au Sénégal. Le prétexte, les 4 millions du pouvoir qui polluent l'atmosphère à la LD. Débat vers 12h30. D'abord, cet accident de la circulation, un mort et plus de 40 blessés dans un accident de la route survenu à hauteur de Pout. Un bus qui avait quitté Dakar pour rallier Touba a dérapé. Les blessés ont été évacués par les sapeurs-pompiers à l'hôpital Amadou Sakhir Ndiéguène. Cheikh Anta Diop. Un mort, 45 blessés, dont 11 blessés graves et 33 blessés légers. C'est le bilan de l'accident qui s'est produit tout ce matin à hauteur du village de Khinin à Pout. Un bus en partance pour Touba, DL 4894C. Selon les témoignages des sapeurs-pompiers, le bus roulait à vive allure et avec la pluie, il s'est dérapé pour aller cogner un arbre. Aussitôt avertis, les sapeurs-pompiers de Thiès ont débarqué avec 2 ambulances, l'une médicalisé, un véhicule de secours routier et un véhicule de liaison. Ce dispositif a été complété par 2 autres ambulances dépêchées par les centres de santé de Pout et Kermousse. Les sapeurs-pompiers de Thiès alertent et demandent aux usagers d'être prudents car l'axe Aloukane-Pout est une zone très accidentogène. RFM Thiès, Cheikh Anta Diop. RFM, le journal. Serigne Mbaye Sy Mansour, nouveau calife général des Tidianes. Reportage chez ses voisins de la Gueule Tapée. Des témoignages sur Mbaye Sy Mansour. C'est un homme véridique. Il respecte son prochain et œuvre beaucoup dans le social. Cheikh Diop était à la Gueule Tapée ce matin. Nous sommes à la maison du nouveau calife général des Tidianes, Serigne Mbaye Sy Mansour, assise à la Médina Gueule Tapée. C'est le maître coranique sur le lieu. Ahmed Gueye ne veut pas se prononcer pour l'instant. On se tourne alors vers les voisins. Voici le témoignage sur Serigne Mbaye Sy Mansour. C'est quelqu'un de très véridique, un guide spirituel très véridique. Donc c'est quelqu'un qui passe à sa tombe et qui passe seulement au prophète et à Dieu. Je le connais depuis longtemps parce que je suis né ici, à la Médina. On est des voisins. Je sais que c'est un marabout qui a du caractère, quoi. Oui, et puis très bien. Le nouveau calife général des Tidianes, un homme d'une haute portée sociale qui respecte son prochain.
C'est le témoignage de Seybatul Amdi Faye. Lorsqu'il sort de chez lui, il passe ici. Il salue tout le monde. Des fois, il y en a qui veulent arrêter les voitures pour qu'il passe. Il fait objection à ça. Je prends Dieu en témoin. Lorsqu'il descendait de la voiture aussi, il descendait parce qu'il sentait qu'il y avait des gens au moins qui voulaient le rencontrer une fois ou bien le saluer. Il prenait un peu de temps. Pendant ce temps, les gens accouraient, venant du marché, le saluer, il donnait des bénédictions. Après les témoignages, voici les attentes. De continuer sur Al-Amin, Mam Abdou Aziz, le bon chemin. Nous guider vers Dieu et son prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Tout ce qui est Dieu et son prophète, du côté du comportement, du côté social, de tous les côtés, c'est ce qu'on attend de lui. Toutes les personnes à qui nous avons donné la parole souhaitent au nouveau calife une bonne continuation pour le rayonnement de la Tariqa Tidjaniya à travers le monde. Le reportage de Cheikh Diop et l'on reparle des sinistrés des inondations relogés dans un immeuble inachevé à Kaolack. Le coordonnateur de l'APRODEL, c'est l'Alliance pour la promotion du développement local qui a apporté une aide à ces sinistrés, dénonce l'attitude des autorités étatiques qui ont laissé, dit-il, en rade certains quartiers de Kaolack. Moussa Fall, interrogé par Ibrahim Diamé. D'abord, il faut se désoler de la situation encore. C'est une situation regrettable, c'est une situation récurrente. Cette situation que vivent les populations depuis plus de 20 ans. Tous les régimes qui se sont succédés ici à Kaolack n'ont absolument pas tenu compte des problèmes d'assainissement de la ville de Kaolack. Il faut oser le dire. Macky Sall en tant qu'allié, mais c'est regrettable que pendant 5 ans, on est en fin de mandat et que aucune de nos promesses n'ont été tenues. Il faut avoir le sens de la responsabilité pour dénoncer cette situation et que le président de la République, lui en personne, comprenne que rien n'est fait à Kaolack. Chaque année que Dieu fait, l'autorité envahisse le quartier à travers de grands cortèges. Le discours est le même, les sonorités sont les mêmes, les promesses les mêmes et non tenues. On voudrait enfin que le président de la République en personne, en tant que natif et fils de la région du Sine Saloum, de prendre à bras le corps la situation de Kaolack et régler définitivement le problème de Kharoum parce que chaque année c'est les mêmes promesses. Oui. Ça c'est un cri d'alarme, c'est un appel de cœur. C'est un camarade de même parti, de même coalition, un souteneur de première heure qui parle aujourd'hui pour dénoncer la situation de Kaolack parce qu'il y a une sorte de marginalisation qui ne dit pas son nom. Kaolack est laissée à elle-même, rien n'est fait dans cette ville. C'était Moussa Fall, le coordonnateur de l'APRODEL, l'Alliance pour la promotion du développement local. Je rappelle qu'il a donné donc à ces sinistrés des vivres et autres denrées de première nécessité. Après une longue pause pluviométrique, le ciel rouvre ses vannes sur le Fouta à plus de 100 mm dans les départements de Matam et Kanel. Malgré tout, l'insécurité alimentaire se fait toujours sentir. Ali Bandel Niang. Le ciel a encore réouvert ses vannes sur la région de Matam. Depuis 72 heures, toute la région est bien arrosée avec d'importantes quantités de pluie ayant atteint 100 mm à Matam, 70 mm à Ounaré, 30 mm à Ngidjilon et 49 mm à Sinthiou-Bamambé. 3 jours de fortes pluies qui visiblement sans aucune conséquence sur les cultures pluviales déjà perdues dans presque tout le Djeri des départements de Matam et de Kanel. Moussa Ba est un jeune paysan, il est de Boyinadji. Je peux vous dire que la saison n'a pas été comme elle a été voulue. Sincèrement, moi, à mon niveau, j'avais fait la culture du niébé parce que c'était beaucoup plus rapide. Mais malheureusement que j'ai pas pu avoir la récolte et finalement j'ai enlevé tout. Je crois que la saison ne sera pas bonne. D'ores et déjà, il y a 2 choses. Il faudra veiller sur les oiseaux. Ici, il y en a beaucoup. Depuis 6 heures du matin, ils commencent à venir. Pour le peu qu'on a, pour pouvoir sauvegarder tout ça. Et le reste, c'est de venir en aide à la population. Parce que je crois qu'elle en aura besoin dans 2-3 mois. Au moment où tout le Fouta attend une réaction du chef de l'État sur la situation agricole très préoccupante de cette année, les seuls espoirs qui restent aujourd'hui se trouvent du côté des riziculteurs qui, malgré les nombreuses difficultés, déroulent tout de même leur campagne hivernale. Matam, Ali Bandelnian, RFM. Ali Bandelnian, plusieurs quartiers de Ziguinchor en tout cas sont inondés suite à la forte pluie enregistrée dans la zone sud. Le quartier Goumel est d'ailleurs le plus touché et ses habitants attendent toujours les mesures annoncées par les autorités. Le point avec Eladj Ndiogoudienne, un de nos envoyés spéciaux à Ziguinchor. De l'eau, des flaques d'eau partout aux abords du rond-point Aline Sitoé Diatta, c'est le décor au quartier Goumel. Une situation difficile pour les populations. Cette dame témoigne. Vraiment, on est fatigué. À propos de l'eau, ça nous fatigue vraiment. Si l'eau stagne, il y a les moustiques qui se multiplient et ça crée des maladies. Il y a la police, souvent les enfants tombent malades. La gare routière n'est pas non plus épargnée. Les lieux sont presque inaccessibles.
Ce taximan déplore et interpelle les autorités étatiques. Pour entrer dans le garage là, ça nous cause beaucoup de problèmes. Bon, on se débrouille parce que des fois il faut risquer entrer. Bon, il y a le risque du moteur, il peut boire de l'eau. Bon, des fois on fait le grand tour, ça aussi, ça nous crée des problèmes. Bon, nous créons une solidarité pour que les gens puissent nous aider. L'État, par la voix de l'ex-ministre en charge des inondations, Pape Gorgui Ndong, en visite à Ziguinchor, avait annoncé des mesures pour lutter contre les inondations. Mais les effets ne se font pas encore sentir. C'est le gouverneur que j'ai vu. Il est venu faire des visites ici. Il y a certains travaux qu'ils ont commencé, mais ça n'a rien fait. Ça n'a rien abouti. Ils ont commencé des travaux? Oui, ils ont commencé des travaux. Ils ont mis quelques... Je ne sais pas si ce sont des puits perdus ou quoi. Il y a 3 puits perdus qu'ils ont fait pour essayer un peu de canaliser l'eau, mais ça n'a pas fonctionné. Ça n'a pas fonctionné. On les écoute, mais jusqu'à présent, on n'a rien vu. Ces populations espèrent que leur appel trouvera une oreille attentive auprès des autorités. Leur seul souhait est de débarrasser du calvaire des inondations vécues à chaque hivernage. Elhadji Ndiogou Diène, Ziguinchor pour RFM. Elhadji Ndiogou Diène, et on retourne à Kaolack justement à retrouver Ibrahima Diamé, notre correspondant sur place. Il vient de nous envoyer un élément. Moustapha Niasse qui a rendu visite aux sinistrés relogés dans un immeuble inachevé. Sur place, le président de l'Assemblée nationale a annoncé des mesures pour mettre un terme aux inondations souvent enregistrées à Kaolack. Le président de l'Assemblée nationale à Kaolack, pour présenter des condoléances, n'a pu rendre visite aux sinistrés, mais Moustapha Niasse s'est contenté de dire ces techniques qu'il faut pour enfin mettre fin aux inondations. La première des techniques à mettre en œuvre pour lutter contre les inondations, c'est d'éviter d'habiter dans les zones inondables. Deuxième solution, aider les populations, parce que nous devons être solidaires. C'est ce qui arrive à Kaolack, ce qui arrive les banlieues de Dakar, ce qui arrive à Vélingara en Casamance, ce qui arrive à Ziguinchor. Il faut lutter contre ce phénomène. L'État, il faut le dire. Moustapha Niasse, qui semble dédouaner le régime de Macky Sall, indique que le phénomène des inondations est transversal et a traversé presque tous les régimes qui se sont succédés au Sénégal. Je dis la vérité, ça ne commence pas avec le président Macky Sall. Le président Abdou Diouf avait essayé. Parce que le phénomène des inondations est venu après le départ de Senghor. Parce que des zones qui n'étaient pas habitées, avec le passage cyclique de la sécheresse qui a duré 25 ans, les populations ont cru de bonne foi que l'eau ne reviendrait pas. Les terrains ont été vendus, offerts, octroyés. Quoi que l'on puisse dire, les faits sont là. Les populations des quartiers Khahoun, Gawan, Ngan Alassane et Sarah Diamagen, entre autres, n'ont plus besoin de promesses, encore moins de théories. Ils veulent des choses concrètes, notamment des canalisations permettant d'évacuer rapidement ces eaux. Ibrahima Diamé, Kaolack, Radio Futur Média. Ibrahima Diamé, en tout cas, c'est plus enregistré dans plusieurs zones, arrive presque à la fin de l'hivernage, mais pour le directeur de l'agriculture, ce n'est pas un danger sur les récoltes. Selon Oumar Sané, ces pluies constituent plutôt une maturation complète des cultures. Il est au téléphone avec Daouda Diouf. Les pluies sont bien attendues. C'était bien attendu, donc parce que ça va permettre de finaliser le processus de maturation des cultures. Donc nous avons constaté que dans certaines zones, il y avait un petit stress, donc parce qu'il y avait des pauses de quelques jours, de 5 à 10 jours, mais quand même avec ces pluies enregistrées, ça va nous permettre aux cultures de boucler complètement leur cycle. Voilà, donc c'est sans incidence vraiment sur les cultures. Au contraire, ça va permettre une maturation complète de l'ensemble des situations. C'était donc Oumar Sané, le directeur de l'agriculture, joint par Daouda Diouf. Midi 13, une courte pause et la suite. RFM. La radio de toute l'actualité. La radio de toute l'actualité. Barthélémy Ngom. 24 villages des communes de Demet plutôt et d'Odel dans le département de Podor qui refusent l'implantation d'un projet agrobusiness marocain de 10 000 hectares dans leur localité. Les populations demandent d'ailleurs à l'État d'intervenir au plus vite. Mohamed Nabissila. Un collectif de 24 villages des communes de Demet et de Dodel s'oppose toujours à l'implantation du projet d'agrobusiness marocain dans leur localité, comme en témoigne le rassemblement exigeant la publication du décret d'affectation de 10 000 hectares. Mamadou Alimbay est leur porte-parole. Nous sommes tous à la recherche de ce décret fantôme, de ce décret présidentiel qui n'est pas à ce jour diffusé par le journal officiel. Et nous voulons des preuves tangibles sur ce décret présidentiel. On a dit aussi la totalité des chefs de village. Les chefs de village, propriétaires des terres, aucun des chefs de village inclus dans l'aménagement n'est présent. Je parle haut et fort. Le Djom Bandji n'était pas là-bas. Le Djagor Gangendi n'était pas là-bas. Le Djom Wali n'était pas là-bas. El Fek n'était pas là-bas. Il n'y a pas de consensus parce que je dis qu'il n'y avait pas de négociation en amont, ni en aval.
le peul, comme disait Amadou Hampateba. Pour avoir sa vache, il faut négocier avec lui. Les populations invitent le président de la République à ne pas céder à la manipulation de gens qui usent de la supercherie pour installer la zone sur une poudrière. RFM Saint-Louis, Mohamed Nabissila. Mohamed Nabissila, direction Tambacounda. Tambacounda qui a accueilli un forum sur la criminalité. Les jeunes qui ont situé les causes indexent le sous-emploi. C'est la raison pour laquelle ils demandent aux autorités de revoir leur politique d'emploi pour mieux asseoir la paix et la cohésion sociale au Sénégal. Moussa Oumar Gueye. Face à une montée fulgurante de la criminalité dans la sous-région et au Sénégal, la création de l'emploi au profit des jeunes pourrait être une alternative pour mieux promouvoir la paix et la cohésion sociale. Le forum du Procosoc, programme pour la cohésion sociale en zone frontalière Tambacounda et Matam, une véritable occasion pour débattre sur cette problématique. Tidjane Diallo, président du conseil régional de la jeunesse Tamba. Tamba est frontalier donc de 5 pays. L'extrémisme déjà est provoqué davantage s'il y a un problème d'emploi. Donc je pense qu'aujourd'hui ce problème, les stratégies que nous devons mettre en place, c'est d'accompagner les jeunes comme le PNUD et la coopération japonaise et le gouvernement du Sénégal ont eu à comprendre que très tôt, si on ne se lance pas sur la formation des jeunes, mettre les jeunes à la porte de l'emploi et de l'employabilité, donc il y aura des problèmes. Le directeur de cabinet du ministre de la Jeunesse rassure les jeunes de la région orientale. Des efforts seront consentis pour faciliter l'accès à la formation, au financement et à l'emploi. La jeunesse des coins les plus reculés du pays. Aujourd'hui, ma présence ici, à Tamba, est la preuve que le ministre fera le nécessaire pour se rapprocher de cette jeunesse-là, l'écouter, l'entendre et satisfaire ses besoins selon les moyens dont il dispose. Mathieu Siawela, le directeur pays du PNUD, Programme des Nations Unies pour le développement à Dakar, a également pris part au forum Procosoc de la jeunesse. Moussa Omargui, Tambacounda, Radio Futur Média. Je vous l'annonçais en titre, cette affaire de 4 millions CFA à la LD, le porte-parole de la Ligue démocratique apporte des précisions. Moussa Sarr, joint par Daouda Diouf, déclare que le parti n'a jamais reçu de l'argent venant de la présidence de la République. L'argent, souligne-t-il, était plutôt destiné à Mamadou Ndoye, ancien secrétaire général de la LD. Bon, je voudrais préciser que le président Macky Sall ne finance pas la Ligue démocratique. Je crois que cela doit être clair pour tout le monde. Et ce que l'ancien secrétaire général Mamadou Ndoye a dit hier, c'est également clair. C'est à lui qu'on remettait cette somme que lui-même, volontairement, qu'il mettait dans les caisses du parti. Donc cela signifie que cette affaire ne peut aucunement jeter un discrédit sur la Ligue démocratique, parce que notre parti de tout temps fonctionne à partir des cotisations de ses militantes et de ses militants. Les militants de la Ligue démocratique cotisent mensuellement 1/100 de leurs revenus et ceux d'entre les responsables de la LD qui sont à des postes de responsabilité dans l'appareil d'État cotisent de façon exceptionnelle, c'est-à-dire sont astreints de verser à la caisse du parti des cotisations spéciales. C'est avec l'ensemble de ces cotisations que les partis fonctionnent. La preuve d'ailleurs, depuis que l'ancien secrétaire général de la LD, Mamadou Ndoye, n'est plus à la direction de ce parti, cette somme n'est plus reçue par notre parti. Moussa Sarr, le porte-parole de la Ligue démocratique, en tout cas ces 4 millions plutôt, remettent au goût du jour la problématique du financement des partis politiques au Sénégal. On en parle d'un point de vue. L'édition 2017 de l'ITU World Telecom, qui a débuté ce matin en Corée du Sud, la cérémonie d'ouverture s'est déroulée à Busan. La délégation sénégalaise y est bien représentée. Parmi les activités phares, des démonstrations sur l'efficacité de la 5G qui va être lancée sur place dès l'année prochaine. Le Sénégal, nous dit Ousmane Gueye, notre envoyé spécial, va offrir un déjeuner d'affaires ce mardi à tous les acteurs. L'édition 2017 de l'ITU Telecom World a été lancée ce matin à Busan, dans la deuxième plus grande ville de la Corée du Sud. Avant l'ouverture officielle, le pavillon Sénégal a reçu la visite du secrétaire général de l'Union internationale des télécommunications, le chinois Oulin Zhao, accueilli par les directeurs généraux de l'ARTP et de l'ADIE. Au nombre des grandes autorités du secteur, il faut aussi noter la présence du ministre coréen en charge du développement des TIC. C'est d'ailleurs lui qui a présidé
le démarrage des travaux. Peut-être parce que cela se passe ici, les Sud-Coréens sont très représentés à l'ITU Telecom World. Au pavillon qui leur est réservé, on a droit à une véritable démonstration de force autour de la 5G qui va être lancée chez eux l'année prochaine à l'occasion des Jeux olympiques. Mais il ne faut pas se leurrer, la 5e génération de technologie mobile, avec sa promesse d'une transmission des informations en qualité et en quantité sans précédent, ne devrait être commercialisée qu'à partir de 2020. Pour le moment, les négociations se poursuivent pour tenter d'harmoniser les normes et les fréquences en ce qui concerne son exploitation. Une perspective plus proche, le Networking Lunch Sénégal, le déjeuner d'affaires offert par la délégation sénégalaise. C'est ce mardi l'occasion d'échanger avec de potentiels partenaires. Ousmane Gueye, Poussane, Radio Futur Média. RFM. L'actualité internationale. Midi 20, Youssouf Boyan, bonjour. Bonjour Barthélémy, bonjour à tous. La Gambie touchée par une pénurie d'eau et d'électricité. Au moins 5 heures de calvaire par jour pour les populations de la capitale Banjul et des villes environnantes. Les nouvelles autorités gambiennes impuissantes face à la situation qui perdure, nous dit Ousmane Niang. Une situation qui s'explique par le fait que depuis 9 mois, les machines de la Société nationale de production et de distribution NAWEC sont en panne. Le week-end, les autorités gambiennes ont avoué leur impuissance à rétablir la fourniture régulière en eau et en électricité. Et en conséquence, il y a un prolongement des délestages et des coupures d'eau jusqu'en décembre prochain. Dans cette situation, la colère monte dans la capitale Banjul et dans les grandes régions qui font face à des fortes chaleurs ces derniers jours. Ceci a poussé l'interprète Moussa Faye dans une chanson qu'il demande à NAWEC, la Société nationale d'électricité et de l'eau, de mettre fin au délestage fréquent. Selon BBC Afrique, pour desservir Banjul et les villes environnantes, NAWEC a une installation de 88 MW. Seulement, la moitié de cette production potentielle est disponible, soit 45 MW, dont 24% sont perdus dans la transmission et dans la distribution suite à la vétusté des installations. Le ministère gambien des Finances précise aussi que la dette cumulée de la Société nationale de production et de distribution s'élève aujourd'hui à 200 millions de dollars et pèse pour 25% du PIB. Ousmane Niang, stagiaire à la Radio Futur Média. Les citoyens tchadiens, Youssouf Boyan, interdits d'accès en territoire américain. Oui, l'administration Trump a réactualisé depuis hier sa liste noire, selon BBC. Washington a aussi étendu son décret migratoire à la Corée du Nord et au Venezuela. Toutefois, les mesures de restriction sont différentes selon les pays. Tous les citoyens tchadiens et de la Corée du Nord sont formellement interdits d'accès au territoire américain. En revanche, pour le Venezuela, l'interdiction se limite à certains membres d'instances gouvernementales et à leurs familles. Ces 3 pays sont sanctionnés pour manquement à la sécurité sur leurs voyageurs et manque de coopération avec les États-Unis. Lutte contre le terrorisme au Sahel, une conférence des donateurs prévue le 30 septembre prochain à Berlin. Elle va réunir autour de la chancelière allemande Angela Merkel, le président français Emmanuel Macron et les dirigeants des pays du G5 Sahel. Il s'agit du Mali, la Mauritanie, le Niger, le Burkina Faso et le Tchad. Ils vont plaider, selon Confidentiel Afrique, l'importance et l'efficacité de cette force mixte auprès des donateurs. L'objectif à Berlin est de décrocher plus de 2 milliards de francs CFA pour la mise en place d'une force militaire conjointe. Les chefs d'État du G5 ont promis d'apporter chacun près de 650 millions de francs CFA. L'Union européenne va contribuer à hauteur de 3 milliards de francs CFA. On termine par le Gabon où le gouvernement a rejeté en tout cas la résolution du Parlement européen. Elle a appelé Libreville à cesser d'harceler et de persécuter les opposants. Les autorités gabonaises parlent d'acharnement de l'Union européenne. À Libreville, notre correspondant Yves Antonio Ogula. Les eurodéputés ne tiennent pas compte de l'apaisement du climat politique au Gabon. Ainsi s'exprime le gouvernement gabonais par le truchement de son porte-parole, Alain-Claude Bilebinze. Pour l'équipe du Premier ministre Emmanuel Issozengone, les autorités gabonaises ont multiplié les actions pour ramener la sérénité après les troubles post-électoraux de l'année dernière. Entre autres, le gouvernement parle de la tenue du dialogue politique national et surtout les nombreuses résolutions prises allant dans l'intérêt du pays.
Tout comme les 2 chambres du Parlement, le gouvernement souligne que rien ne justifie cet acharnement de l'Union européenne qui en est à sa 2e résolution. L'exécutif est animé par l'ambition de réformer comme il se doit les institutions de la République. Il serait temps que les pays africains cessent de regarder vers l'Europe pour attendre une certaine bénédiction, ajoute le communiqué gouvernemental. Toutefois, au-delà de cette résolution qui fait polémique, le gouvernement gabonais salue l'attitude du gouvernement français qui contribue à apaiser le climat politique, économique et social au Gabon. Yves-Anthony Ogoula, Libreville, RFM. Barthélémy, c'est tout pour les informations internationales. Merci beaucoup Youssouf Bouillon. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Moi, je pense que vous devrez. Réagissez dans nos éditions d'information sur l'actualité. Bonjour. Oui, bienvenue sur cette antenne d'RFM. Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM. Le financement des partis politiques au Sénégal, on évoque la question d'un point de vue, le prétexte les 4 millions du pouvoir qui pollue l'atmosphère à la LD, débat vers 12h35. RFM Sport. Cher Tidjane Diagne, bonjour. Bonjour à vous, Barthélémy. Bendoula de Ziguinchor, Farba de Dakar pour désigner l'équipe vainqueur des phases finales des Navétanes. Il faut surtout noter que Bendoula de Ziguinchor est équipe championne en titre, toujours pas en tout cas rassasiée, et qui ambitionne de garder son trophée. Nous allons écouter Maguette Ning, ancien portier du Casasport, aussi coach de Bendoula de Ziguinchor. On est fin prêt pour aborder sereinement la finale. La finale, c'est un seul match, un trophée pour 2 équipes. On compte surtout sur notre atouts avant de contrer les atouts de notre adversaire pour gagner la finale. On compte maintenir la même équipe parce que les matchs rapprochés, la confiance et le mental qui les jouent. Oui. Mais on mise sur le mental et la confiance. Ils ont la confiance, ils ont le mental, donc je ne change pas. Je ne compte pas changer. Je vais maintenir l'effectif, ce que j'ai fait jusqu'ici. Farba de Dakar veut mettre fin à l'hégémonie de la formation ziguinchoroise. Mas Sissé, entraîneur adjoint d'AS Pikine, aussi coach de Farba. Nous l'écoutons. Voilà, l'ambiance est chaude. Voilà, nous sommes en regroupement. Les gosses sont bien reposés. Bon, voilà, maintenant, on sait que voilà, ce sera au final qui sera très disputé. Donc, Bendoula, comme vous le dites, va défendre son titre. Et maintenant, nous sommes chez nous, à Dakar. Donc, c'est toute la région de Dakar se prépare. Donc, nous espérons que les dieux du football seront avec nous ce soir. Nous avons une très grande avantage. Nous sommes chez nous, on a notre public avec nous. Donc, je pense qu'aujourd'hui, ce sera un match ouvert dans l'ensemble. J'ai regardé aussi Bendoula, comme vous le dites, mais ça va être un match difficile parce qu'ils ont une très belle équipe. Donc, voilà, espérons que ce sera la fête. Vous savez, hein, une finale, on la joue pas, mais on la gagne. Donc, espérons qu'aujourd'hui, la gagne sera avec nous. Donc, on va tout faire pour remporter la finale, ne serait-ce que pour la population dakaroise. La finale est prévue cet après-midi à partir de 18h au stade Alassane Djigo de Pikine. Amadou Niang, il s'appelle, c'est lui qui a remporté la 30e édition de la traversée Dakar-Gorée. C'est certainement que vous ne savez pas nager que vous dites Niang, mais c'est Ndiaye Amadou, je l'ai bien écrit. Oui, Ndiaye, un jeune au potentiel énorme qui pourrait valoir une énorme satisfaction à la natation sénégalaise. Hier, le jeune garçon a remporté la 30e édition de la traversée Dakar-Gorée. Nous allons écouter le président de la Fédération sénégalaise de natation et de sauvetage, le docteur Mohamed Diop. Amadou Ndiaye a 16 ans, ça fait près de 4 ans, comme beaucoup d'autres petits CNF, nous le suivons. Et depuis l'année dernière, il a intégré la fédération et il a participé au championnat d'Afrique des jeunes. Il a été finaliste et même 5e aux 1500 mètres et aux 400 mètres lors de ces championnats, derrière les Sud-Africains et les Égyptiens. C'est un jeune qui prend voilà, qui j'espère va progresser. Mais je tiens à dire qu'il y a 4 ans, quand nous le découvrions, nous avions 4 nageurs sénégalais qui avaient un meilleur niveau que lui. Et ça, il faut que l'on revoie aussi ce qui se passe chez nous, parce que les jeunes ont tendance à arrêter pour aller jouer au basket, pour aller faire autre chose, et c'est un gros problème. Le docteur Mohamed Diop, à l'issue de la 30e édition de la traversée Dakar-Gorée plutôt, qui est revenu sur la performance du jeune Amadou Ndiaye, qui a remporté donc la course chez les professionnels, chez les dames. Celle qui s'est illustrée s'appelle Ndeye Tabara Diagne, pensionnaire du club de la BCAO de Dakar. C'est fini. Oui, c'est bien fini. Merci beaucoup, cher Tidjane Diagne.
RFM, la chronique du jour. La chronique signée Abdoulaye Sissé. Celui que toute la Casamance appelle doyen, Feu Hassan Sek, pour ne pas le nommer, n'aurait pas reconnu sa terre nourricière à l'orée de l'année 2017. Émile Badiane s'y perdrait aussi. Ses compagnons de route et finalement compagnons de galère se sont battus pour faire prendre son envol à la Casamance. Apparemment, c'est un échec, puisque le sujet est aujourd'hui encore plus que jamais d'actualité. Dire que la famine est aux portes de la Casamance d'aujourd'hui va faire se retourner dans leur tombe tout cet aréopage de personnalités, jadis parmi les plus écoutés du Sénégal et pas des moins inspirés. Mais diantre, qu'est-ce qu'il faut donc à la Casamance pour prendre son envol? Tout ne peut pas être réduit à une simple question de négligence de cette région par l'État, par les gouvernements successifs. Non. Le régime du président Senghor a couvé le professeur Hassan Sek. Abdou Diouf avait son tout-puissant ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Robert Sagna, rien n'y fait. Le régime du président Wade a enfanté le puissant secrétaire général de la présidence, j'ai nommé Abdoulaye Baldé. Et pour l'instant, le régime de Macky Sall n'a encore réussi qu'à laisser un leadership régional en lambeaux. Moralité, la Casamance doit se prendre en main. L'homme providentiel, le Messie ne viendra pas, en tout cas pas de sitôt et surtout pas du ciel. Il lui faut surtout faire son introspection. Des secteurs qui ne devraient rien aux politiques se sont fissurés. Qui entend encore parler du Casasport comme dans le bon vieux temps? C'est peut-être ce qu'accomplit l'athlète Hortense Diédiou pour mettre sa notoriété au service du social pour aider les siens. La culture, jadis symbole de l'identité casamassaise, est à genoux. J'ai mal pour l'Okazban de Sédhiou. Voilà la preuve que tout n'est pas que faute de l'État. Les Casamassais ont le génie de sortir leur terroir des ténèbres. Tant mieux si l'État les accompagne. La somme des énergies fera le meilleur programme de développement. L'espoir est permis, et quelle est belle cette Casamance que je chante, celle qui redeviendra grenier du pays, celle-là à l'hospitalité légendaire qui fera oublier ces années de braise qui semblent déjà bien si lointaines. RFM, la presse du jour. Depuis 1993, nous formons des milliers de cadres à travers l'Afrique et le monde. Le groupe AFI l'Université de l'entreprise vous offre votre revue de presse. Presse du jour, Youssouf Bodian, bonjour. Bonjour. À la une de tous les journaux de ce matin, la photo du nouveau calife général des Tidjanes, Serigne Baye Mansour. Tivaouane remet le bonnet carré, titre l'Observateur qui fait allusion à son homonyme Serigne Babacar Sy. Ainsi donc, une recommandation du défunt calife général Abdoul Aziz Sy Al Amin a été respectée. L'Obs rapporte le coup de fil de Serigne Sidi Ahmed Sy pour faire allégeance au nouveau calife. Dans les colonnes du journal du groupe Futur Média, les déclarations de soutien des petits-fils de Maodo. À lire aussi les témoignages des 3 chambellans de Al Amin sur ces derniers instants. Tivaouane choisit la rigueur, nous dit Enquête, qui précise que l'ex-porte-parole du défunt calife général des Tidjanes fait déjà à l'unanimité dans la ville sainte. Serigne Baye Mansour qui donne le ton dans Vox Populi. Personne ne peut me faire mentir. Je ne veux ni de calomniateurs ni d'adeptes de la médisance, déclare dans le journal le nouveau calife général des Tidjanes. Serigne Baye Mansour décrit dans Le Soleil comme un grand chevalier de la vérité. Donc les calomniateurs et les délateurs sont avertis, estiment les Échos. Le journal nous informe que l'ancien président Abdoulaye Wade a été reçu en véritable star par le nouveau calife. Serigne Baye Mansour, le nouveau gardien du temple, décrit dans Réumi Quotidien comme un homme de vérité et de justice. Direct Info nous explique pourquoi Tivaouane a mis du temps pour se prononcer. Les ultimes réglages ont été faits entre vendredi et samedi, selon le journal, qui considère que le droit d'aînesse a été occulté pour respecter la volonté du défunt calife Al-Amin. Baye Mansour, 7e calife, Pape Malik, porte-parole, un duo si SY complice, titre Le Quotidien. Le journal du groupe Avenir Communication rapporte également les révélations de Mamadou Ndoye. Je cite, la LD recevait 4 millions de francs CFA de Macky Sall. L'ancien secrétaire général de la Ligue démocratique, invité de l'émission Objection de Sud FM, a fait de graves révélations sur les pratiques de népotisme en cours au sommet de l'État. Macky m'a demandé de choisir entre un poste de ministre conseiller
ou 4 millions par mois, déclare Mamadou Ndoye dans l'As, ce qui fait dire à Réumi Quotidien que Mamadou Ndoye lève un coin du coffre-fort présidentiel, la politique du business en marche. Il a marché très fort la semaine dernière by Omar Niasse, auteur de 3 buts en 2 matchs, dont un doublé samedi en championnat. C'était lors de la victoire de son club Everton. L'ancien attaquant de l'US Ouakam a été longtemps écarté par son entraîneur Coman. De 0 à héros, titre Stade Quotidien qui s'interroge également sur un éventuel forfait d'Ismaël Assar contre le Cap-Vert. L'attaquant de Rennes s'est blessé en championnat ce week-end. Bonne lecture à tous. Le groupe AFI l'Université de l'entreprise vous a offert votre revue de presse. Contactez-nous au 33 824 71 10 ou visitez notre site web au www.afi-ue.sn. Point de vue. Regard croisé sur l'actualité du jour. Point de vue sur le financement des partis politiques au Sénégal. Le prétexte, je le rappelle, ce sont les 4 millions du pouvoir qui polluent l'atmosphère à la LD. Nous sommes en ligne avec Ababakar Fall. Ababakar Fall, bonjour. Bonjour. Barthélémy. Vous êtes membre du GRADES, c'est le groupe de réflexion et d'action pour le développement du Sénégal. Notre deuxième intervenant, Valdiodio Ndiaye. Monsieur Ndiaye, bonjour. Bonjour. Vous êtes coordonnateur de l'ONG OCDEA, membre du collectif des organisations de la société civile pour les élections. Première question à vous, monsieur Valdiodio Ndiaye. Le financement des partis politiques, est-ce une pratique illégale? Ou alors, pourquoi doit-on financer les partis politiques? Merci Barthélémy pour cette opportunité que vous m'offrez de me prononcer sur la question. Au Sénégal, nous n'avons pas de dispositions juridiques relatives au financement des partis politiques. Donc, si on se base de manière stricto sensu sur la loi, il est évident qu'on n'a pas de financement pour les partis politiques, contrairement à la pratique qui se font dans certains pays, même de la sous-région. Donc, à partir de ce moment-là, toute forme de financement des partis politiques n'est pas prévu. Donc, c'est à partir des ressources propres des partis, c'est-à-dire des cotisations des membres, etc., que le parti peut financer ses activités. D'où d'ailleurs l'importance que cela avait. Il y a eu une réflexion qui a été menée dans ce cadre-là avec tous nos collègues au niveau de la société civile, qui avait associé également des membres des partis politiques. Et nous avons même approfondi la réflexion et à un moment donné, il y a eu le ministère de l'Intérieur qui a géré le dossier, c'est-à-dire avec le principe d'adopter un code des partis politiques. Et les discussions ont avancé à un certain moment qui avait intégré l'ensemble, beaucoup d'universitaires. Et l'objectif qui était visé, c'était d'aboutir à la révision de la loi qui régit les partis politiques, ensuite aussi de rationaliser les partis politiques avec comme conclusion de les octroyer des financements. Ok, mais monsieur, quelles peuvent être les conséquences aujourd'hui, surtout qu'on a l'impression que la tyrannie de l'argent domine en tout cas les débats d'idées et cela pourrait avoir des conséquences sur la crédibilité même de nos hommes politiques. Absolument, cela pose problème dans la mesure où donc, quand il n'y a pas une situation de fait encadrée par la loi, il ne faut pas quand même se voiler la face. Il y aura toujours des voies de contournement qui seront mises en place, comme ce que nous sommes en train de relever par rapport à la sortie de Mamadou Ndoye. Et je pense qu'il n'a pas, compte tenu de son expérience et de son parcours politique, je pense que c'est quelque chose qu'il a dit à dessein. Peut-être, si on analyse bien ce qu'il a fait, ce qu'il a affirmé lors de cette émission-là pour montrer ses voies de contournement de financement des partis politiques, justement, il l'a fait à dessein. Peut-être qu'il veut que cette pratique-là cesse. D'accord. Vous gardez la ligne, Valdiodio Ndiaye. Ababakar Fall, aujourd'hui, comment vous trouvez cette question liée au financement des partis politiques? Normal, anormal? Oui, vous savez, Barthélémy, je trouve, à mon avis, comme vient de le dire mon ami Valdiodio, que c'est une pratique, effectivement, qui est normale, mais qui doit être encadrée. Alors, mais il serait important, à mon avis, donc, de faire un peu d'histoire par rapport à cette question
Parce que la question, c'est une question assez vieille quand même, qui faisait partie des revendications d'un certain nombre de partis politiques. Et c'était ça dans la décennie des années 80. Et les différents régimes qui se sont succédés ont essayé, donc chacun peut-être, de trouver une solution, chacun à sa manière. On se souvient que dans les années 80 d'abord, le président Abdou Diouf avait confié une étude au professeur El Hadj Mbodj sur la question. Il y a eu également une étude qui a été réalisée, je pense que c'était vers les années 90 par le RADI, en rapport avec le NDI, sur la même question, avec toutes les contraintes qui s'y attachent et des propositions de solutions. Comme le rappelait Valdiodio également, d'autres études ont été menées par la société civile et le ministère de l'Intérieur très récemment. Mais le problème, en réalité, c'est qu'on a l'impression qu'on ne veut pas régler cette question et qu'on lui préfère des voies détournées. Vous l'avez dit en tout cas, Monsieur Fall, vous l'avez dit, c'est une vieille question parce qu'on a comme l'impression que le problème qui se pose et que cette question liée au financement des partis politiques a été abordée sous toutes ses facettes et même soumis à moult recommandations. On s'en souvient, la dernière recommandation fut celle de la CNRI, la Commission nationale des réformes des institutions, mais toujours pas de solution. C'est dû à un manque de volonté, vous l'avez souligné tout à l'heure, vous accusez qui? Les autorités par exemple? Non, il n'y a pas peut-être que ça seulement. Je pense qu'il y a aujourd'hui un certain nombre de facteurs bloquants dont les principaux sont d'abord le nombre exorbitant de partis politiques que nous avons. Nous avons 285 partis à ce jour. Et l'institutionnalisation des coalitions dans notre système politique. Alors tout ça rend difficile la définition de critères objectifs dans l'adoption d'une loi sur le financement des partis politiques. Donc je pense à mon avis qu'il y a un réel problème. Il y a une réflexion qu'il faut mener pour d'abord rationaliser les partis politiques. Il faut revoir la loi sur la création des partis politiques. Il y en a beaucoup au Sénégal. Il y en a beaucoup au Sénégal. Et il faut aujourd'hui voir, est-ce que notre système politique tel qu'il est constitué avec des coalitions peut permettre aujourd'hui d'avoir une certaine lisibilité par rapport à la représentativité donc des uns et des autres. Moi, je pense que c'est à ce niveau qu'il faut effectivement donc faire la réflexion. Maintenant, il faut déplorer la tendance qui consiste au niveau de nos gouvernants à procéder à des financements occultes. Et c'est sous ce rapport que c'est illégal cette façon de faire. Et c'est des financements qui s'adressent à des alliés politiques. Et je dis que donc c'est pas la première fois, cela a commencé depuis la première alternance avec les financements octroyés à la CAP 21 sous le régime Wade, sous forme d'appui financier important, de billets à la Mecque, etc. Et cela s'est poursuivi avec la seconde alternance avec Macky Sall. L'arrivée de Macky Sall. Voilà. Et ce que Mamadou Ndoye vient de révéler, je pense que c'est ça le prétexte donc de ce débat. De ce débat, c'est qu'en fait, il vient de révéler quelque chose qui était devenu un secret de polichinelle. Alors, s'il dit que la LD effectivement recevait 4 millions, qu'est-ce que les autres alliés qui sont plus représentatifs, à savoir le PS et l'AFP, recevaient? Peut-être que c'était des dizaines de millions. Je me souviens qu'à l'époque, sous Wade, le premier ministre Souleymane Ndéné Ndiaye avait donc parlé de 30 millions. Et tout cet argent-là, c'est l'argent du contribuable, c'est ça? Mais absolument, c'est l'argent du contribuable, mais malheureusement, c'est puisé à partir des fonds politiques du président de la République qui ne sont pas soumis à un contrôle. Vous voyez, donc c'est ça le problème. Alors, ce qui fait que c'est vraiment de l'argent qu'on distribue comme ça à des alliés. Et là où c'est injuste, c'est qu'elle exclut une frange importante des partis politiques qui ne sont pas dans la mouvance présidentielle. Et de ce point de vue, moi je crois il y a en quelque sorte une discrimination qui ne dit pas son nom. C'est une forme de corruption politique, il faut l'appeler comme ça pour conforter en fait donc un pouvoir. Et le danger maintenant d'une telle pratique, c'est qu'elle encourage la prolifération des partis politiques. D'accord, Monsieur Fall. Comme des entreprises qu'on crée pour s'assurer un revenu mensuel et faire de la politique un métier. D'accord. Vous gardez la ligne, Monsieur Fall, on revient à vous. Tout de suite, on termine avec Valdiodio Ndiaye. Valdiodio, le constat est là, l'argent du pouvoir a tendance à disloquer les partis politiques. Ça cause souvent problème. Des exemples, il y en a. Oui, absolument. Je pense que cela, comme l'a dit tout à l'heure Babacar, avec beaucoup de pertinence, c'est-à-dire il y a une nécessité absolue d'encadrer la chose politique, le financement des partis politiques. Parce que le Sénégal, qui était vendu comme une vitrine de la démocratie, est en train d'être dépassé par d'autres pays de la sous-région. Je pense qu'à partir de ce moment-là, aujourd'hui, l'enjeu qui se pose réellement, c'est un débat et c'est intéressant que Mamadou Ndoye ait posé ce problème-là. Ça permet à l'ensemble des acteurs politiques
essayer de réinterroger aujourd'hui notre propre histoire avec l'ensemble des acteurs autour des processus électoraux au Sénégal, de travailler sérieusement sur la question. Il est évident qu'aujourd'hui, nous avons un blocage de taille, l'institutionnalisation quasi-permanente des coalitions lors des élections. Je pense qu'il faut que les gens se réfléchissent du moins sur les critères à définir pour le financement des partis politiques. Ça, c'est un. Et deuxième élément, il est aussi important aujourd'hui d'aller dans le sens, par exemple, de voir les partis politiques, les critères, revoir la loi, etc., etc. Et des propositions sont là. Mais au moment même de pouvoir les matérialiser, à chaque fois, il y a une remise en question ou bien des hésitations. Parce que justement, tout le monde le constate, il y a des gens qui font aujourd'hui de leur job la politique. D'accord. Ils n'ont pas d'autres activités en dehors de la politique. Et c'est important aujourd'hui de revisiter cette question-là et même d'approfondir davantage la réflexion, d'aller même jusqu'aux émoluments des députés, etc., avec des prestations, des paiements, par exemple, indemnitaires uniquement liés aux sessions. Je pense qu'il faut, c'est toute une chaîne sur laquelle l'ensemble des acteurs, si on veut vraiment avoir une gouvernance politique saine, vraiment d'aller à ce niveau-là. D'accord, mais merci sinon, beaucoup. Nous verrons toujours ces types de dérives. Merci beaucoup Valio Djundiaï. Rendez-vous tout à l'heure à 13h pour la version Wolof. On termine avec vous, Babacar Fall. Qu'est-ce que vous recommandez comme solution? Bon, des solutions existent. Comme je l'ai dit tantôt, il y a eu beaucoup de réflexions qui ont été faites par la société civile, par le pouvoir, etc., auxquelles on a associé les partis politiques qui sont là, qui donnent dans les tiroirs. Maintenant, je pense qu'il faut, comme l'a dit Valdio tout à l'heure, je suis tout à fait d'accord avec lui, moderniser le système partisan en revoyant d'abord la loi sur la création des partis. Ensuite, il faut définir des critères objectifs pour l'accès au financement basés sur la représentativité, le poids électoral, etc. Et ça, il faudrait essayer donc de voir le système aujourd'hui donc des coalitions, parce que ça a été institutionnalisé, tout le monde va se réfugier derrière une coalition et en fait, arrive à avoir une représentation au niveau de l'Assemblée et du gouvernement qui n'est pas conforme à son poids électoral. Maintenant, il faut à mon avis engager la réflexion pour voir maintenant comment il faut mettre en œuvre vraiment ces mécanismes de financement. Mais surtout, dès l'instant que ce sera quand même quelque chose d'établi, il faudra soumettre l'utilisation de ces fonds qui sont des fonds publics, à mon avis, à des mécanismes de contrôle. Conformément aux règles de la comptabilité publique. Merci beaucoup. Merci à Babacar Fall. Nous sommes rattrapés par le temps. Membre du GRADES, c'est le groupe de réflexion et d'action pour le développement du Sénégal. Merci également à Valdio Djundiaï, coordonnateur ONG OCDEA, membre du collectif des organisations de la société civile pour les élections. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal. La météo, les conditions météorologiques resteront donc favorables à des orages et pluies d'intensité variable sur la façade ouest du territoire en cours des prochaines 24 heures. La sensation de chaleur sera moins sensible du fait de la forte couverture nuageuse prévue sur la majorité ou sur la majeure partie du pays. Les températures journalières varieront entre 29 et 35 degrés sur la plupart des régions. Les visibilités seront globalement bonnes. Les vents seront généralement de secteur sud-est sur le littoral, à ouest, nord-ouest à l'intérieur du pays. Des intensités faibles à modérées. 12h47, voici les principales informations à retenir. Barthélémy Ngom. L'info fait la une depuis hier. Les 4 millions de Macky Sall à la LD. Le porte-parole de la Ligue démocratique apporte des précisions. Selon Moussa Sarr, le parti n'a jamais reçu de l'argent venant de la présidence de la République. Reportage à la Gueule Tapée. C'est là-bas où se trouve le domicile du tout nouveau calife général des Tidianes. Tous reconnaissent à Serigne Baïsi Mansour son respect de l'autre et sa dimension sociale. 100 mm de pluie enregistrés dans les départements de Matam et Kanel après une longue pause pluviométrique. À Ziguinchor, il y a eu des inondations, des pluies presque à la fin de l'hivernage. Le directeur de l'agriculture rassure, ce n'est pas un danger sur les récoltes. Selon Oumar Sané, ces pluies constituent plutôt une maturation complète des cultures. L'actualité internationale, c'était avec Youssouf Bodian, le sport, Cheikh Tidiane.